pris dans le salon chinois bleu. Et ce salon a gardé une importance pour l'histoire de l'Autriche. C'est ici que le dernier empereur autrichien, Charles Ier, a déclaré renoncer aux affaires d'État. Depuis que j'ai accédé au trône, j'ai tenté tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter à mon peuple les horreurs d'une guerre dont on ne peut me faire porter la responsabilité. Je n'ai pas hésité à restaurer l'usage de la Constitution et à ouvrir aux populations le chemin de l'accession à l'indépendance. Je ne serai pas un obstacle sur la voie qui les conduit vers la liberté. Je renonce à toute participation dans les affaires de l'État. Par cette signature, Charles, le dernier empereur Habsbourg, alors âgé de 30 ans, met fin en quelques secondes à l'empire austro-hongrois que ses ancêtres dirigent depuis 6 siècles. Nous sommes le 11 novembre 1918, 3 heures de l'après-midi. Le lendemain, les Autrichiens suivent l'exemple des autres peuples de la monarchie en proclamant la République. Comment en est-on arrivé sans une goutte de sang versé à cette extrémité ? La cause principale de cette fin brutale est la défaite militaire de l'Autriche-Hongrie alliée à l'Allemagne. Pour survivre, l'Empire aurait dû entreprendre des réformes drastiques que justifiait un malaise ancien et profond. La monarchie du Danube, qui couvre une grande partie de l'Europe centrale, est une mosaïque de 6 religions et de 18 ethnies. Les populations allemandes, principalement à l'ouest du Danube, au nord les Tchèques, plus à l'est les Polonais et les Ukrainiens. Au sud-est, les Roumains. Au sud-ouest, Serbes, Croates et Slovènes. Et au centre, Slovaques et Hongrois. Sans oublier les Italiens à l'ouest. L'aigle à 2 têtes, symbole de l'Empire, était parvenu jusque-là à maintenir cet ensemble disparate sous ses ailes. Mais au début du XXe siècle, les tendances nationalistes et républicaines s'étaient largement répandues d'un bout à l'autre de l'Empire. Le jeune empereur Charles, d'esprit réformiste, veut en tenir compte, malgré le lourd héritage que lui laisse son grand-oncle. François-Joseph avait été couronné empereur à l'âge de 18 ans, en 1848, l'année des révolutions en Europe. Son arrivée au pouvoir était apparue comme le début d'une ère nouvelle. 20 ans après, en 1867, affaibli par la défaite infligée par les Prussiens 1 an plus tôt à Sadova, François-Joseph accepte de signer un compromis avec la Hongrie, la nation la plus chauvine et la plus puissante de l'Empire, avec ses 10 millions de sujets. C'est la naissance de ce qu'on appellera désormais la double monarchie, ou encore l'aigle à 2 têtes. Ce compromis va bloquer toute évolution ultérieure. Dès ce moment, la partie autrichienne de l'Empire porte officiellement le nom de Cislétanie et la partie hongroise celui de Translétanie. À mon avis, l'Autriche-Hongrie était encore un État relativement solide. Il souffrait beaucoup, naturellement, du problème des nationalités. Un problème d'ailleurs relativement très nouveau à l'époque, parce qu'il n'y avait pas ce problème auparavant. C'est d'ailleurs pour cela qu'on n'a pas trouvé de solution adéquate avant 1905. En tous les cas, les peuples ont montré une très large loyauté vis-à-vis de la monarchie, puisqu'ils se sont battus pendant 4 ans, plus de 4 ans, pour défendre le pays. Il y avait naturellement d'autre part la faiblesse que la double monarchie ne correspondait pas à l'esprit des temps, parce que c'était une unité supranationale, et c'était alors l'époque où le nationalisme commençait à jouer un rôle capital. C'est à cela que ça s'est effondré. D'autre part, il y a eu naturellement, justement dans ce crépuscule de l'Autriche-Hongrie, un essor culturel extraordinaire.
que ce soit dans la musique, que ce soit parmi les écrivains. Il y avait beaucoup de groupes qui ont participé, notamment beaucoup d'Israélites qui vivaient ici à Vienne et qui venaient la plupart de cette Galicie profonde, qui était un des facteurs assez importants en Autriche-Hongrie. En d'autres termes, il y avait véritablement une espèce de coopération entre les nationalités sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, artistique, avec toutes les difficultés que cela contenait sur le plan politique. En Autriche, au début du XXe siècle, le suffrage universel est acquis. Mais du côté hongrois, le Parlement de Budapest demeure un État dans l'État. Les aristocrates hongrois y ont une écrasante majorité, alors même qu'ils représentent moins de la moitié de la population. Les Croates, les Slovaques et les Roumains, placés sous la coupe du régime hongrois, sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Les Hongrois n'ont nullement l'intention de céder du terrain à ces autres peuples, car ils se disent les habitants de la terre de Saint-Étienne, leur premier roi chrétien. L'origine de cette prétention quasi mystique habite chaque Hongrois et aucun Habsbourg n'a jamais pu s'y opposer. C'est pourtant ce que l'héritier du trône, François Ferdinand, neveu de François-Joseph, semble prêt à affronter. Il tient en effet le féodalisme hongrois pour la principale cause de la déconsidération de l'Empire aux yeux du monde. Il attend avec impatience d'accéder au trône et forme autour de lui un cabinet de conseillers qu'il installe dans sa résidence viennoise, le château du Belvédère. La tension entre lui et son oncle François-Joseph atteint son paroxysme lorsque François Ferdinand épouse en 1900 Sophie Chotek. Ce mariage d'amour est une mésalliance qui barre à leurs enfants le chemin du trône. Deux lieux de pouvoir s'affrontent alors à Vienne. À Schönbrunn, celui de la léthargie du vieux François-Joseph, et au Belvédère, celui de la frustration de François Ferdinand. Pour lui, le but à atteindre en politique étrangère est le maintien de la paix. Il sait que l'éclatement d'un conflit en Europe risque d'ébranler les fondations sur lesquelles repose la monarchie. Cruelle tragédie, son assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914, qui déclenche la Première Guerre mondiale, dont l'empire des Habsbourg ne se relèvera pas. L'assassin est un Serbe de Bosnie-Herzégovine, cette marche de l'Empire annexée en 1908 au détriment de la Turquie. Le complot a été fomenté par des extrémistes serbes qui revendiquent aussi ce territoire. Un mois plus tard, l'Autriche lance à la Serbie un ultimatum brutal. L'Europe plonge rapidement dans le conflit. D'emblée, l'Allemagne affirme son soutien à l'Autriche, tandis que la Russie, qui se considère comme le protecteur de tous les Slaves, se déclare aux côtés de la Serbie. Les déclarations de guerre qui se succèdent alors découlent de la logique des alliances européennes instituées depuis 40 ans. À la triple alliance formée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, avait répondu depuis le début du siècle la création de la triple entente par la France, la Russie et l'Angleterre. Cinq jours suffisent entre le 30 juillet 1914, date de la mobilisation générale en Russie, et le 4 août, où l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, pour que cette poudrière européenne tourne à l'apocalypse. L'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo fait du jeune archiduc Charles, petit-neveu de François-Joseph, l'héritier de la couronne. Personnage doux et effacé, âgé de 26 ans, il n'a jusqu'alors attiré l'attention sur lui que du fait de son mariage surprenant avec une princesse peu conforme à la tradition, Zita de Bourbon-Parme. Le château de Schwarzau, dans le Steinfeld, au sud de Vienne, la résidence des ducs de Bourbon-Parme, en Autriche, a joué quand même un rôle très important dans l'histoire des Habsbourg. C'était par exemple ici, le 21 octobre 1911, qu'on a célébré le mariage du jeune archiduc Charles, le futur empereur, et Zita, une des filles nombreuses du duc Robert. Et il y avait quelque chose de symbolique dans cette union, parce que la plupart des archiducs autrichiens ont cherché leur épouse parmi les princesses allemandes, catholiques bien sûr. Mais lui, Charles, il s'est détourné de nous
il a cherché sa princesse en France, à l'ouest. Et quand nous irons, il a fait plus tard, il a essayé de faire, c'est-à-dire, la même chose de son empire qu'il a fait de son mariage. Le grand événement ce jour, c'était l'arrivée, la présence du vieux empereur François-Joseph, déjà âgé de plus de 80 ans. Il est entré par ce grand portail derrière nous, qui était ouvert exprès pour lui. Il était dans une excellente humeur. Il a même rié devant tout le monde, quelque chose d'inouï pour lui. Et la raison n'était pas difficile à chercher. Il a connu tant de mariages désastreux, des morganétiques, comme le sien, un mariage malheureux. Mais enfin, il a vu dans ce couple radiant, joyeux, jeune, dévoué, l'assurance pour la pérennité de sa dynastie et de son empire. Les frères de Citta, surtout les frères Sixte et Xavier, sont revenus plusieurs fois ici à Champsaur pour discuter l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Empire. Et tous ces jeunes gens sont tombés d'accord sur les principes fondamentaux, c'est-à-dire pour l'Empire de remplacer le système dualiste, le double monarchie, avec une fédération ou même une confédération de peuples, s'il est nécessaire, tous les 18 peuples de l'Empire, et s'il le faut, même avec des républiques. Des idées très progressives des gens de cette époque-là. En ce qui concerne l'Europe, ils ont pensé à un renversement, un vrai renversement des alliances, de remplacer l'axe vertical Vienne-Berlin avec un axe horizontal Vienne-Paris. Alors, encore une fois, des pensées très très radicales. Alors, toutes ces rêves ont été détruites par l'éclatement de la Grande Guerre, évidemment. Et des millions de familles ont été séparées pendant ces jours. Mais les au revoir de la famille Habsbourg et Bourbon-Parme, ici à Schwarzach, dans les premiers jours d'août, étaient spécialement amers, parce que deux des princes, les princes René et Félix, sont restés en Autriche, sont entrés dans l'armée autrichienne de François-Joseph, et deux autres, Sixte et Xavier, que j'ai élevés en France, sont partis pour la France et sont devenus finalement des officiers belges, à leur frère contre-frère royal dans une grande guerre. L'Italie reste neutre au début des hostilités. Les Turcs puis les Bulgares rejoignent les puissances centrales à l'automne 1915. L'Entente, de son côté, reçoit le soutien de l'Italie puis de la Roumanie, après que ces pays ont appris que les Habsbourg envisageaient d'en faire une monnaie d'échange potentielle. À l'automne 1916, les regards se détournent des champs de bataille pour se diriger vers Schönbrunn. Au soir du 21 novembre, meurt le vieil empereur François-Joseph. Son règne, inauguré en 1848, aura duré 68 ans. Plus longtemps sans doute que la vie de la majorité de ses 50 millions de sujets. L'espoir d'un profond renouveau apparaît aux yeux de tous dans le jeune couple formé par Charles et Zita, qui, avec leur fils Otto, âgé de 4 ans, conduit le cortège funèbre. Charles est moins attaché que François-Joseph à l'alliance avec l'Allemagne. Il veut avant tout rétablir la paix. Le 21 novembre 1916, au premier jour de son règne, il déclare « Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour mettre fin au plus vite aux horreurs et aux sacrifices de cette guerre et pour rendre à mes peuples les bienfaits perdus de la paix. » La complexité d'une telle entreprise lui apparaît rapidement, du fait des Hongrois qui demandent sous l'impulsion du comte Tisza, alors Premier ministre, que Charles soit immédiatement couronné roi de Hongrie. Le couronnement a lieu le 30 décembre 1916 à Budapest, et Charles s'engage à maintenir tel quel tous les territoires de Saint-Étienne. Ce sera à l'évidence une entrave à toute future réforme en Hongrie. Vers la fin de 1917, la situation sur les fronts paraît favorable à l'Autriche et à ses alliés. Charles, qui dirige les forces armées autrichiennes, croit alors que le temps est venu d'engager le processus de paix. Après des semaines de tractations secrètes avec la France, Charles élabore un plan de paix conforme à ses convictions. Cette entreprise débouchera
sur un des plus extraordinaires épisodes politiques de cette guerre, qui va se dérouler à Laxenbourg, la résidence d'été des Habsbourg. Le 23 mars 1917, un grand jour dans l'histoire de ce château de Luxembourg et potentiellement un grand jour dans l'histoire de l'Europe. 7 ans descendent dans la cour, et après avoir donné le mot de passe, ils sont conduits vers cet escalier, après donner l'escalier Sixte. L'identité de 2 de ces visiteurs était vraiment sensationnelle. Il s'agissait des 2 princes Sixte et Xavier, les frères de l'impératrice Rita, mais qui étaient en ce moment des officiers ennemis, lieutenants dans l'armée belge. Et pourquoi ils sont venus ici, au milieu de la guerre? Eh bien, pour réaliser cette rêve d'avant-guerre qu'ils ont rêvé à Schwarzau. C'était de remplacer l'alliance avec l'Allemagne au nord avec une entente avec la France à l'ouest. Après, ils avaient été conduits ici, et cet escalier mène directement au Parlement royal. Ils montent, où l'empereur et l'impératrice de l'Autriche attendent avec impatience la visite. Ce qui se déroula dans cette pièce, après une réunion de famille très émouvante, c'était une des dernières tentatives de diplomatie dynastique de l'Ancien Régime. Charles et Rita savaient très bien, d'après les sondages préliminaires secrets dans la Suisse, que la condition préalable pour la France, pour une offre de paix séparée, sera la restitution des provinces d'Alsace-Lorraine. Mais Sixte a demandé plus que ça. Il a voulu que Charles donne cette promesse en écrit. Et c'était beaucoup demandé. Un autre visiteur ce jour, le 23, c'était le ministre des Affaires étrangères de Charles, le comte Ottokar Tchernin, aristocrate bohémien, fier, quelquefois brillant, quelquefois paresseux, qui se croyait un second Bismarck, mais sans les talents de Bismarck et sans la loyauté de grand chancelier. Il est parti, il a beaucoup contribué à la discussion, un peu ambivalente peut-être, et le lendemain, le 24, Charles s'est mis toute la journée pratiquement pour rédiger cette fameuse lettre de Luxembourg du 24 mars, où il a donné les promesses demandées. Les princes sont revenus le 24 mars, ils ont poché la lettre, et Sixte, qui était l'intermédiaire principal, est parti très très satisfait. Mais pour Charles, l'ironie, l'ultime ironie, c'était que cette lettre avec laquelle il a voulu sauver son empire, un an plus tard, a massivement contribué à le détruire. Le passage important de cette lettre est ainsi formulé. J'utiliserai tous les moyens en ma possession pour soutenir la juste revendication des Français à reprendre l'Alsace-Lorraine. Mais Charles et Sixte de Bourbon-Parme ignorent le pacte secret de 1915 entre la France et l'Angleterre, qui avait conduit l'Italie à s'engager dans la guerre aux côtés de l'entente. Orlando, Premier ministre italien, ne voulait pas d'une paix séparée, car seule une victoire militaire aurait permis à l'Italie de récupérer une partie importante des territoires autrichiens qu'elle revendiquait. Lloyd George, Premier ministre britannique, est le seul durant tout l'été à soutenir les offres de Luxembourg. Il ne trouve d'écho ni en France, ni même au sein de son propre entourage. Pendant ce temps, la guerre a pris un tour inattendu. En mars 1917, la révolution éclate en Russie. Le tsar Nicolas II, dont le radicalisme avait largement contribué à déclencher les hostilités, doit abdiquer. Un gouvernement socialiste modéré, mené par Alexandre Kerensky, prend les rênes, mais ne peut contrôler le pouvoir. Et les combats continuent. L'année 1917 s'était ouverte sur une nouvelle donnée stratégique. Le 1er février, l'Allemagne déclarait la guerre sous-marine contre tous les bâtiments de l'entente. Charles crut que l'Angleterre n'allait pouvoir tenir au-delà du mois de mai. Cette menace, qui était un des derniers bluffs des seigneurs de la guerre allemands, allait permettre à l'entente de bénéficier d'un renfort inespéré. Le 6 avril 1917, le président américain Woodrow Wilson, piqué au vif par les attaques allemandes contre des navires américains et les actions anti-américaines menées par les Allemands au Mexique, déclare la guerre à l'Allemagne. Agissant ainsi, il distinguait clairement l'Allemagne de l'Autriche, puisqu'il ne déclarera la guerre à celle-ci que 9 mois plus tard.
Les Allemands font la sourde oreille aux demandes de l'Autriche qui souhaite explorer toutes les possibilités, comme en témoigne la rencontre qui se tient à Bad Homburg entre les empereurs d'Allemagne et d'Autriche le 3 avril 1917. Charles insiste pour qu'une solution pacifique soit négociée avant l'automne. Et de retour en Autriche, il adresse le message suivant à Guillaume II. Si les gouvernants des puissances d'Europe centrale ne mettent pas fin à la guerre, il faut qu'ils s'attendent à ce que ce soit les peuples qu'ils croient gouverner qui en prennent l'initiative à leur place, et le souffle de la Révolution les emportera alors tous. Pourtant, au mois d'octobre 1917, l'armée autrichienne, renforcée par 6 divisions de l'armée allemande, perce le dispositif de défense italien. C'est la bataille de Caporetto. En 15 jours, elle avance de plus de 100 km, repoussant les Italiens qui perdent presque 500 000 hommes tués ou prisonniers. Pour l'Autriche, le front du Sud semble alors solide. Au même moment, d'autres espoirs surgissent sur le front de l'Est. Une seconde révolution a éclaté en Russie. Elle porte Lénine et les bolcheviks au pouvoir. Au point de vue stratégique, le bénéfice allait être évident. L'Ukraine, devenue indépendante, puis la nouvelle Russie soviétique, signent aussitôt un traité de paix avec les puissances centrales, à Brest-Litovsk. Des dizaines de divisions allemandes et autrichiennes sont désormais disponibles pour renforcer les autres fronts. Le traité de paix signé avec l'Ukraine le 9 février 1918 sera appelé la paix du pain, car il prévoit que d'importantes quantités de blé ukrainien seront acheminées vers l'Autriche. Le comte Tchernine, qui mène la délégation autrichienne, va utiliser cette victoire pour se rendre populaire. Mais la manne tarde à arriver. Des manifestations de gens affamés et des grèves se répandent dans tous les centres industriels d'Autriche, où l'on entend pour la première fois le mot bolchevisme. Début février, des marins tchèques et croates mènent les premières mutineries. Le drapeau rouge est hissé sur les bâtiments de la flotte impériale basée au sud de l'Adriatique. C'est pour Charles une raison de plus de penser que la paix est une condition indispensable à la réforme qu'il veut entreprendre, donner à son empire une structure confédérale. C'est d'outre-Atlantique que parvient le signal qui va transformer les données du problème. Le 8 janvier 1918, le président Wilson présente devant le Congrès américain son projet définissant en 14 points le nouvel ordre du monde à construire dans la paix retrouvée. 2 de ces 14 points concernent l'Empire austro-hongrois. Le point 9 prévoit que les frontières de l'Italie devront respecter les lignes de séparation entre les nationalités. Le point 10 stipule que les peuples de l'Ancien Empire devront pouvoir accéder à une plus grande autonomie. Wilson ne souhaitait pas la destruction de l'Empire austro-hongrois, mais était déterminé à l'aider à se défaire de l'arrogante domination germanique. Lloyd George, lui aussi, souhaitait à ce moment-là séparer l'Autriche-Hongrie de l'Allemagne. En décembre 1917, il envoie son ministre de la Défense, le général Jan Smuts, rencontrer secrètement en Suisse un émissaire autrichien, le comte Mensdorf. Il lui propose l'aide massive de l'Angleterre à l'Autriche si celle-ci rompt avec l'Allemagne. Mais le comte Tchernine coupe court à ces discussions lorsque les maîtres de la guerre allemands décident le 14 mars 1918 de lancer une grande offensive à l'ouest. Ce que l'histoire a retenu comme la bataille de l'empereur est la dernière tentative pour écraser les armées de l'Entente. Rien ne semblant pouvoir arrêter les armées de Ludendorff, l'Autriche n'est pas en position favorable pour s'émanciper de la tutelle allemande. Elle ne peut alors deviner que les armées alliées, sous le commandement unique de Foch, réussiront à contenir cette offensive avant de triompher à la fin de l'été 1918. Ironie de l'histoire, la lettre secrète écrite à Luxembourg en mars 1917 dans le but de sauver l'Empire austro-hongrois est celle-là même qui ressurgit un an plus tard pour contribuer à sa destruction. Tchernine sera l'instrument de ce désastre. Devenu populaire après sa prestation lors des négociations de Brest-Litovsk, il tente de faire passer Clémenceau pour responsable de l'échec des tentatives de paix. Il prétend que le président du Conseil français a entamé des négociations avec l'Autriche qu'il a ensuite rompues sur la question de l'Alsace-Lorraine. Une pluie de communiqués de presse à Vienne comme à Paris accuse tour à tour ces deux hommes d'être des menteurs. Mais Clémenceau, le 12 avril 1918, publie la lettre de Luxembourg dans la presse, confondant ainsi Tchernine et ses mensonges, mais portant le coup de grâce à tout espoir de paix séparé entre les Alliés et l'Autriche-Hongrie. La publication par Clémenceau de cette fameuse lettre de Luxembourg a déclenché une crise politique en Autriche
et un scandale à l'étranger, surtout chez les alliés allemands. Charles a été exposé comme un traître et son ministre des Affaires étrangères comme un menteur. La dernière confrontation entre ces deux hommes a eu lieu ici à Baden, quartier général de l'armée autrichienne, et où Charles hésite en résider à cette villa derrière moi. Heureusement, nous avons un compte rendu authentique, unique de ces jours, parce que pour cette fois seulement, l'impératrice a fait un journal secret. Alors, j'ai trouvé ça parmi les archives de la famille Habsbourg. Alors, d'après cette narration, Jeanine arrive ici le 12 avril, portant une lettre écrite à sa main pour la signature de Charles. Alors, d'après cette lettre, une soi-disant déclaration sur l'honneur, Charles devrait nier tout ce que Clemenceau a dit, et toutes les références à Alsace-Lorraine étaient tout à fait fausses. Charles savait parfaitement que c'était un mensonge, Jeanine lui aussi. Il a refusé, Charles a refusé de signer, et Jeanine est partie pour Vienne. Le lendemain, le ministre est là, de nouveau, pour poursuivre l'affaire. Pendant la nuit, l'empereur a subi une crise cardiaque. Il était malade et demandait à sa femme de prendre sa place. Et voilà, pendant une heure, une tête extraordinaire entre l'impératrice et le comte Jeanine dans cette maison. Et d'après la narration de l'impératrice, le ministre s'est conduit comme un démon. Il a proposé d'abord une suicide à trois. Pour lui, l'empereur, l'impératrice, comme la meilleure solution. Puis, il a menacé de faire assassiner les deux frères de Tite. Et puis, il a menacé de téléphoner à Berlin pour déclencher une offensive militaire allemande avec le remplacement de l'empereur et l'installation de lui, Jeanine, comme chancelier de feu. Le sinistre aspect de ces menaces, c'était que, quelques semaines auparavant, les services de renseignement autrichiens ont averti l'empereur précisément sur un complot pareil, involvant Jeanine, des archducs, des ministres, des généraux allemands, tout ça. Alors, partiellement à cause de ça, et surtout pour se débarrasser de ce Jeanine et sortir de cette affaire atroce, Charles, contre-cœur, a signé. Jeanine est partie pour Vienne avec cette déclaration fausse, mais en promettant de ne jamais publier, de la garder toujours seulement pour lui et sa famille. Il a publié le texte le même soir à Vienne. Et après une perfidie comme ça, il était évident qu'il ne peut plus rester comme ministre. Et le jour suivant, il était contraint de donner sa démission. Et comme ça, Jeanine disparaît complètement de la scène européenne, complètement à jamais, mais sans avoir servi d'abord comme exécutionnaire de son souverain, exécutionnaire politique, et de son empire. Les généraux allemands, qui n'ont jamais considéré Charles comme un allié digne de confiance, le prennent à présent pour un traître et exigent dès lors des garanties pour l'avenir. Le 11 mai, Charles arrive avec ses conseillers au quartier général allemand installé à Spa. Les Autrichiens cèdent sur tous les plans. 3 accords sont signés portant sur la coopération militaire, politique et économique entre les deux empires. L'Autriche est alors totalement liée à la machine de guerre allemande. Après les accords de Spa, les Alliés perdent tout espoir de paix séparée avec l'Autriche. Lloyd George lui-même considère dès lors l'Autriche comme une partie de l'Allemagne. Robert Lansing, secrétaire d'État américain, écrit au président Wilson: « La monarchie des Habsbourg n'est plus à l'évidence qu'un satellite de l'Allemagne. » La réponse de Wilson tient en quelques mots: « Je suis d'accord ». Vient alors le temps des leaders nationalistes en exil. Depuis la publication des 14 points de Wilson, les mouvements d'émigrés slaves se sont renforcés, particulièrement celui des Tchèques et des Slovaques, sous la conduite de Thomas Masaryk. Jusqu'alors, ces mouvements étaient des groupes de pression. À cause du traité de Spa, ils sont désormais reconnus comme les représentants officiels de leur nation. Le Comité national tchèque est reconnu par la France à la fin du mois de juin, puis en août par la Grande-Bretagne et en septembre par les États-Unis. La Légion tchèque accède au statut officiel de co-belligérant.
Pour la monarchie des Habsbourg, cela équivaut à un arrêt de mort sur le terrain de la diplomatie. Immédiatement après l'épisode humiliant de Spa, Charles et Zita se rendent en visite officielle en Bulgarie et en Turquie, deux pays encore alliés à l'Autriche. Peut-être une dernière occasion pour le couple impérial de constater que la quadruple alliance a encore un sens. La visite à Constantinople ressemblera à un conte des 1001 nuits, comme si les empires ottomans et habsbourgeois étaient éternels, alors même qu'ils sont tous deux au bord de l'abîme. Est-ce un rêve? Demande Zita à son mari. Il lui répond que malheureusement, cela y ressemble beaucoup. La réalité les attend de pied ferme à leur retour. La dernière grande offensive autrichienne contre l'Italie, lancée au mois de juin, s'est enlisée. L'armée est au bord de la famine, déguenillée, épuisée. Un coup plus dur encore pour les puissances centrales est l'échec de la dernière grande offensive allemande du 15 juillet 1918 et la percée des blindés britanniques le 8 août à Amiens. Ce sera le jour de deuil de l'armée allemande. Ludendorff perd alors l'espoir d'une victoire militaire et envisage d'entamer des négociations de paix. L'armée d'Orient, basée à Salonique sous le commandement du général français Franchet d'Épéret, progresse rapidement vers le nord. Le 26 septembre, des émissaires du général Todorov, commandant des forces bulgares, viennent proposer un cessez-le-feu. Ce n'est plus une bataille perdue, c'est la défaite de tout un pays. La fin se rapproche. Au soir de la défaite bulgare, Hindenburg et Ludendorff annoncent à leur empereur que la guerre est perdue et qu'il faut demander un armistice. Le 4 octobre, l'Allemagne et l'Autriche adressent simultanément des messages au président Wilson, demandant l'ouverture de négociations de paix sur la base de ces 14 points. Charles tente alors l'impossible. Il veut entreprendre de profondes réformes constitutionnelles alors que la guerre passe en plein. Il écrit dans le manifeste qu'il adresse à ses peuples « L'Autriche doit devenir une confédération de nations dans laquelle chaque peuple doit former son propre gouvernement sous l'égide de la couronne impériale. » La Hongrie, qui a un statut particulier dans l'Empire depuis le couronnement de Charles, n'est pas concernée par cette proposition. Mais les peuples de Cislétanie, l'un après l'autre, s'emparent du pouvoir que l'empereur leur a concédé et prennent en même temps leur distance vis-à-vis de la couronne. L'Ukraine a déclaré son indépendance le 18 octobre. Puis c'est le tour de l'Autriche allemande, de la Tchécoslovaquie, de la Croatie et de la Slovénie. Tous vont constituer des républiques autonomes. Lorsque le 24 octobre, les armées alliées lancent une grande offensive sur le Piave, l'armée impériale oppose une surprenante résistance pendant 3 jours. Le lendemain, le maréchal Foch lance une offensive déterminante sur le front ouest. L'armée autrichienne s'effondre alors dans les plaines et les montagnes d'Italie. Des régiments abandonnent le front pour rentrer chacun vers sa région d'origine. Des divisions hongroises entières se replient. Le 25 octobre à Budapest, au milieu d'une inextricable pagaille politique, le comte Michael Karolyi, aristocrate converti au socialisme, forme un conseil national destiné à devenir le gouvernement de la République. Son premier ministre de la guerre, le colonel Linder, appelle alors toutes les troupes hongroises à regagner leur pays. La catastrophe hongroise est suivie d'un armistice non moins désastreux. Le 29 octobre, Charles avait donné le feu vert pour l'ouverture de négociations avec l'ennemi en vue d'un cessez-le-feu. Celui-ci est conclu à la Villa Giusti à Padoue le 3 novembre. Les Autrichiens, victimes de la confusion ou peut-être d'un piège tendu par l'ennemi, baissent les bras un jour trop tôt. Les Italiens en profitent pour enfoncer sans rencontrer de résistance les lignes autrichiennes et faire plusieurs milliers de prisonniers. Ce coup d'épée dans la cuirasse autrichienne marque également le début de la dernière semaine de l'Empire. Il convenait que le dernier acte de cette tragédie se déroula ici à Schönbrunn, château qui a connu le long des siècles tant de triomphes et tragédies de la dynastie habsbourgeoise. Bien d'années après, l'impératrice m'a caractérisé ces jours de novembre comme une indescriptible pagaille, des coups de marteau venant de toutes directions. D'abord la crise en Hongrie, où ils ont laissé leurs enfants, puis la crise militaire sur le front italien, qui était le front pour les Autrichiens. Et le soir même de cette crise italienne, le président de la police viennoise, Dr. Schober,
téléphone pour dire qu'il n'est plus garanti la sécurité de la famille impériale. Ils doivent sortir. Ils sont sortis le lendemain, mais pour célébrer une messe à la cathédrale en honneur de l'empereur. C'était tout à fait comme normal. Tous les ministres, les hauts fonctionnaires étaient présents, on a chanté l'hymne national, sanglotant, etc. En revenant ici à Schönbrunn, on a constaté qu'il n'y avait plus de garde. Le garde régulier, le bataillon hongrois, est parti pour Budapest il y a 2 jours. Mais même la garde privée n'existe presque plus. Seulement quelques officiers, quelques dames d'honneur, etc. Le mot abdication a été lâché une fois. L'empereur a tout de suite dit non. Mais il fallait quand même faire quelque chose, parce que maintenant, il y avait 2 gouvernements à Vienne. Le dernier cabinet de Charles, le cabinet du professeur Lamache, comme chancelier, et puis le conseil d'État de la future République autrichienne, mené par un certain Dr. Seitz. Et Dr. Seitz a annoncé la formation de son gouvernement, non ici à Schönbrunn, mais à président Wilson, à la Maison-Blanche en Washington. Et le 8 novembre, c'est le président Wilson qui expédie une télégramme de félicitations personnelles à ce Dr. Seitz. Alors, avec ce télégramme, il a pratiquement rayé la monarchie autrichienne de la carte du monde. Et le jour après, le 9 novembre, l'empereur Guillaume abdiqua en Allemagne. Alors ce soir, le 9 novembre, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qu'il faut faire ici à Schönbrunn? Les rues de Vienne grouillent de soldats qui rentrent du front en ordre dispersé, de travailleurs en grève, de vendeurs au marché noir et de groupes d'agitateurs qui réclament la proclamation de la République. Mais au milieu de cette cohue, personne ne pense à lever le poing contre l'empereur, qui est alors dans sa résidence d'été, au palais de Schönbrunn. Des rumeurs commencent à courir sur l'éventualité de son départ vers la Suisse. Le traitement réservé à l'empereur Charles fut radicalement différent. L'aigle à 2 têtes a quand même conservé plus de prestige. Ce n'était pas une foule menaçante qui est descendue à Schönbrunn le 11 novembre, mais un automobile portant le dernier chancelier de l'empereur, Lamache, avec son ministre de l'Intérieur, M. Gaillard. Ils ont porté avec eux un document élaboré durant quelques jours avec une formule magique présentée par un prêtre catholique, Dr. Seipel, futur chancelier de l'Autriche. D'après cette formule, l'empereur ne devrait pas abdiquer, mais tout simplement renoncer au pouvoir. Et puis, se déroulaient dans ces pièces des scènes hystériques. Les ministres l'ont poursuivi, l'empereur et ses conseillers, jusqu'au moment où il a dû s'arracher physiquement d'eux en criant « Quand est-ce que je peux signer ça quand vous me donnez même le temps de le voir ?» L'impératrice l'a vu et l'a pris faussement pour un instrument d'abdication et protestait violemment. Non, il ne peut pas signer ça, c'est mieux de tomber ici tous les 2 que d'abdiquer. On expliquait la position et elle se résigna. Puis l'empereur se retira dans cette pièce à côté et il demandait à ses conseillers, encore une fois, est-ce que c'est la meilleure solution? Ils ont tous dit, oui, Majesté, il faut le signer. Il est rentré, il a pris sa plume, avec un seul trait, un trait ferme, bref, le bref mot « Karl », il a mis fin à 6 siècles et demi de l'histoire autrichienne. La première étape de l'exil est le château de chasse d'Eckartsau, dans la plaine du Danube. Il a été choisi car c'est une ancienne propriété de famille, située dans un environnement sûr et regorgeant de réserves naturelles en gibier. Le lendemain de l'arrivée du couple impérial au château, la République d'Autriche est proclamée dans la ville qui a été la capitale de l'Empire. Mais pour Charles et sa suite, la cour est simplement partie s'installer à la campagne. Il y a eu 3 visites très importantes pendant ces 4 mois de l'exil en Autriche. La première fut celle du 13 novembre, où une délégation arriva de Budapest, envoyée par le comte Károly.
C'était composé des 3 piliers de l'Ancien Régime et dirigé par le prince primat Tchernokh, celui même qui a couronné Charles Hésita il y a 2 ans à Budapest. Il voulait que le roi, c'est le roi Louis, abdiqua. Et après 7 heures de conversation, ici dans cette salle, on a fait le même compromis qu'à Schönbrunn. C'est-à-dire, le roi, l'empereur, n'abdiqua pas, mais a tout simplement renoncé à toute participation dans les affaires d'État. La seconde visite, c'était celle du Dr. Karl Renner, chancelier de la Nouvelle République de l'Autriche, chancelier encore provisoire. Il ne s'était pas annoncé en avant, et il a dû apprendre tout de suite que c'était quand même une cour qui s'était établie ici à Eckartsau. Il est resté en bas. Un éducant lui a donné un modeste déjeuner, on a parlé de ci et ça. Le couple royal est resté ici en haut, ils n'ont pas reçu. Et après 1h30, Renner est reparti, les mains vides, mais avec beaucoup de pensées dans la tête. Karl Renner avait toujours servi loyalement la monarchie avant d'en devenir le principal opposant et de diriger le premier gouvernement de la social-démocratie qu'il qualifiera lui-même de république sans républicain. Le 3e grand événement de ce jour à Eckartsau fut l'arrivée le 26 février d'un officier de l'armée britannique. C'était l'infatigable Prince Six qui en avait pris l'initiative. Il est venu à Buckingham Palace pour parler à George V, au roi George V, pour lui demander d'envoyer un officier de son armée à Eckartsau pour assurer la sécurité de la famille royale. George V, qui a gardé une mauvaise conscience après le massacre à Ekaterinbourg de la famille impériale russe, a accepté immédiatement. Strutt fut la personne idéale. D'abord, membre d'une famille aristocratique, catholique, anglaise, puis une excellente linguiste qui parlait couramment le français et l'allemand. Mais d'après son journal intime que j'ai lu, il se trouvait confronté par 2 problèmes. Le premier, c'était de contraindre Dr. Renner, le chancelier, de laisser Charles partir sans aucune condition. Il a réussi grâce à un bluff formidable. Il a menacé le chancelier de couper à l'Autriche toutes les vivres britanniques qui ne consomment pas. Renner n'a pas de choix. Il a consenti. Pour convaincre l'empereur à partir, il fallait que Strutt passe par l'impératrice. Il a parlé des longs entretiens avec elle, et finalement, elle a persuadé l'empereur que c'était le meilleur choix. Mais quand l'empereur a accepté, il a tout simplement demandé au colonel Strutt, « Colonel, promettez-moi que je partirai comme un empereur et non pas comme un voleur dans la nuit. » Strutt a répondu, « Votre Majesté, je vous le promets. » Et le colonel a tenu sa promesse. La famille impériale fait ses adieux à l'Autriche le 23 mars 1919. Dans son journal, le colonel Strutt décrit la scène. L'impératrice descendit le grand escalier au bras de l'empereur. Les serviteurs que nous allions laisser sur place s'étaient joints aux nombreuses personnes qui les attendaient au bas des marches. La dignité du couple impérial, dans un moment aussi émouvant, fut parfaite. L'arrivée derrière eux de la mère de l'impératrice, Maria Josepha, dégoulinant de bijoux et de colliers, précédée de sa gouvernante et suivie de ses 2 chiens écossais, offrait un contraste saisissant. Une messe fut célébrée dans la chapelle du château qui débordait de fidèles. La famille impériale s'était installée dans le chœur de l'église et l'évêque qui officiait laissa le jeune Otto servir la messe. À la fin, l'Assemblée chanta l'hymne national autrichien, peut-être pour la dernière fois en présence d'un empereur d'Autriche. Tous pleuraient. Après 7 siècles, me dit l'empereur dans un murmure attristé. L'impératrice me dit ensuite, « Ma famille a été chassée de France, d'Italie et du Portugal. Par mon mariage, je suis devenue autrichienne, et maintenant on me chasse aussi
d'Autriche. Dites-moi, colonel Strutt, quelle est donc ma patrie? Je ne sus que lui répondre. Une page de l'histoire est tournée. Les traités de paix vengeurs qui régleront le sort de l'Empire déchu écriront d'autres pages, aux conséquences plus tragiques encore. Voilà donc pour ce premier volet. Vous verrez la suite la semaine prochaine dans Planète Chaude. Vous y verrez le démembrement de l'Empire austro-hongrois avec les conséquences que l'on sait. À mardi prochain. L'essentiel de l'actualité.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Planète Chaude vous propose ce soir le second volet de l'émission consacrée à la chute de l'Empire austro-hongrois. Alors bien sûr, c'était il y a 75 ans, mais convenez-en, nous en voyons aujourd'hui encore les conséquences dans les journaux télévisés et tout simplement dans l'actualité. La semaine passée, nous en étions à l'agonie de cet empire. Enfin, voici ce soir venu le temps du démembrement et là encore, l'histoire se répète inlassablement, avec de nouvelles frontières, avec l'appétit des très puissants voisins comme l'Allemagne, ou comme la Russie, avec la création de nouveaux États qui portent en germe déjà les affrontements que nous voyons aujourd'hui en ex-Yougoslavie ou plus généralement en Europe centrale. Ce fut donc sur le moment la loi du vainqueur qui l'a emporté, mais en fait ce fut aussi la défaite de l'Europe, c'est ce qui s'explique fort bien dans un instant Otto de Habsbourg. Les vainqueurs dans une guerre doivent nécessairement se contrôler très fort pour ne pas éliminer le vaincu. Et on n'a pas résisté à cette tentation. N'est-ce pas la grandeur du traité de Vienne à la fin des guerres napoléoniennes était justement qu'on a intégré la France dans une opération de paix. Talleyrand a pu participer à Vienne à la table de négociation. Il a pu voter avec les autres, il a pu jouer l'un contre l'autre. En d'autres termes, il a assumé au nom de la France une responsabilité. Dans les deux guerres de notre siècle, on n'a jamais inclus le vaincu. On lui a dicté quelque